les domaines, le domaine des arts, le domaine de la pensée, les différents champs de la pensée. Nous avons un cycle d'ailleurs qui s'appelle Cinéma de la pensée. Nous avons reçu Roland Gori à plusieurs reprises d'ailleurs ici. Et c'est vrai que ces croisements nous semblent une façon de sortir finalement de formes de conditionnement qui tendent à nous séparer les uns des autres. Et c'est pourquoi on est absolument ravis d'accueillir à la fois l'association Médecine et Culture et à la fois Roland Gori, que vraiment je salue personnellement. Il y a des gens voilà, qui comptent parce qu'ils vous ont transformé, parce que vous considérez qu'ils s'occupent de votre devenir, et c'est son cas. Donc on est vraiment ravis de l'accueillir. Alors je le présente rapidement, j'imagine que vous connaissez son parcours. Maintenant on est obligé d'avoir des notes parce que le nombre d'ouvrages fait que l'on ne s'en souvient plus de mémoire. Donc il est bien sûr psychanalyste à Marseille, toujours praticien, clinicien. Il est aussi professeur émérite de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille. Et il a écrit de nombreux ouvrages, initiateur de l'appel des appels. Il y en a beaucoup qui sont là, je crois, des ouvrages. Et on salue la Briqueterie, qui est donc une nouvelle librairie dans le Vieux-Nice, qui nous accompagne aujourd'hui. Et c'est parmi ces ouvrages, certains écrits d'ailleurs avec Marie-Josée Dialgolgo, qui est dans la salle ici présente. Voilà, je les dirai un peu, non pas dans le désordre, je crois, mais en tout cas, certains sont écrits par lui-même, La preuve par la parole, Logique des passions, Exilé de l'intime, je crois que celui-ci est avec Marie-Josée, La santé totalitaire aussi, De quoi la psychanalyse est-elle le nom, Plus près de nous, La dignité de penser, nous l'avions reçu d'ailleurs pour celui-ci, La fabrique des imposteurs, et puis plus récemment, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Donc vous voyez des ouvrages qui non seulement articulent pratique et théorie, ou plutôt clinique et théorie, mais aussi embrassent plusieurs champs théoriques pour précisément s'avancer hors de son champ scientifique de référence. Et en cela, pour nous, il est vraiment un intellectuel, au sens où il n'y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui, un intellectuel qui n'est pas seulement résistant, mais qui plutôt, comme dirait Pierre Bourdieu, est sorti finalement à porter au dehors son savoir pour combattre en fait hors de cet entre-soi confortable où on est si bien finalement, et pour véritablement combattre au cœur de la société, au cœur de ce qui fait société, notamment de ses conditionnements. Voilà, donc merci Roland d'être là. Donc bonjour à toutes et à tous. Et donc nous sommes dans cette même idée de rencontre de l'art, de la médecine et de la pensée. Et en fait, nous voulons, exactement dans le même esprit, de la même façon, nous voulons aujourd'hui relayer deux combats, donc le combat de Roland Gori et le combat d'Irène Frachon. Et pour cela, donc nous voulons effectivement croiser les disciplines. Et nous voulons partir d'une œuvre d'art. On a émis l'hypothèse que cette rencontre de l'art, de la médecine et de la pensée permet à la fois d'éveiller la pensée critique, mais aussi d'humaniser la relation de soins. On a traité le principe éthique de la bienfaisance. On a commencé par un film Barberousse, et puis on a fait venir... on a invité donc Céline Lefebvre, professeure de philosophie de la médecine, qui enseigne la discipline médecine et cinéma aux étudiants en médecine à Paris. Et on a fait venir Nicole Biaggioli, qui est professeure de langue et de littérature française et qui dirige un laboratoire de didactique ici donc à Sophia Antipolis, pour développer cette idée de l'importance de la narratologie et peut-être plus tard introduire la médecine narrative à la faculté de médecine de Nice, avec cette idée qu'il est possible, comme dans la médecine narrative développée par Rita Charon, il est possible d'associer ce qui s'appelle l'EVM, la médecine fondée sur les preuves, avec le récit singulier du patient. Et donc notre idée c'était de montrer qu'il est possible de faire entrer à la faculté de médecine ce qui s'appelle les humanités, et grâce à l'entrée des humanités, grâce à l'entrée des arts et des lettres,
on a donc cette idée d'humaniser la relation de soins. Voilà. Donc Irène Frachon, c'est difficile de la présenter, tout le monde la connaît. Donc pneumologue au CHU de Brest, lanceur d'alerte, son long combat a permis la suspension du Mediator, un coupe-faim empoisonné et déguisé en adjuvant de traitement du diabète, et qui a tout de même été prescrit par des médecins à 5 millions de patients, avant d'être interdit. Et donc aujourd'hui, elle a un second combat qui est tout aussi délicat que le premier, c'est de faire entendre les victimes du Mediator et que ces victimes soient reconnues en tant que victimes. Et je crois que c'est un combat aussi extrêmement difficile, extrêmement délicat. Alors, moi je suis médecin praticien et donc je représente l'association Maison de la médecine et de la culture. Et nous sommes actuellement 5 membres, donc ils sont là, je ne sais pas où, Domiti Martinet, donc Lisa Villeval, Annie Fafin, Richard De Serve et moi-même. Voilà. Et donc l'idée de notre association, c'est d'accueillir toute personne, soignant, soigné et tout acteur de la vie civile qui désire s'engager dans la réflexion et l'action pour privilégier l'humanité dans la relation de soins. Et comme me disait Richard hier, c'est peut-être cette réunion de la médecine, de l'art et de la pensée, c'est peut-être une nouvelle façon de penser, de vivre la citoyenneté. Et je pense que votre présence ici, le succès de la manifestation montre que cette façon de faire intéresse beaucoup de monde. Nous cheminons derrière Roland Gori et Irène Frachon, mais il y a aussi, en France, il y a toute une série de résistants, puisque la France, c'est un pays de la collaboration, mais c'est aussi un pays de la résistance. Et donc, si vous voulez, je vais citer toutes les personnes qui se battent pour qu'on puisse respecter les 4 principes de l'éthique médicale. Les 4 principes, donc, comme vous le savez, c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere, donc le principe de non-malfaisance, hein, c'est la réunion de cette fois-ci. La réunion de la dernière fois, c'était le principe de bienfaisance, donc avec le film Barberousse, donc ce médecin japonais à la grande humanité. Le 3e principe, donc, c'est le principe de l'autonomie du patient, c'est donc depuis 2002, c'est la loi Kouchner. Et le 4e principe, c'est le principe de justice, c'est-à-dire de répartition de la générosité de la sécurité sociale, que tout soit justement réparti pour tous. Voilà. Alors, les grands combattants du respect de ces principes, donc pour une prescription sage, sobre, indépendante et raisonnée et humaine. Donc voilà, je peux citer la revue Prescrire, donc qui publie chaque année une liste noire de médicaments. Liste noire de médicaments, qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments qui ont une mauvaise balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, on réfléchit toujours en bénéfice-risque, et c'est donc c'est une des idées que je voudrais faire passer ici ce soir, c'est le concept de pharmacode, c'est-à-dire que chaque médicament est à la fois un remède et un poison. Mais ça ne s'adresse pas simplement aux médicaments, ça peut s'adresser aussi à un médecin, et ça peut s'adresser aussi à la médecine, du fait des conflits d'intérêts. Une nouvelle rubrique dans JAMA qui se nomme « Less is more », c'est-à-dire que peut-être d'en faire le moins possible, c'est peut-être mieux pour le patient. Aujourd'hui, c'était une nouvelle séance du colloque annuel sur la surmédicalisation de la faculté de médecine de Bobigny par un groupe qui s'appelle Princeps et qui vient d'éditer la liste des 151 médicaments essentiels. Voilà. Il faut aussi citer le site atoute.org, le site de Dominique Dupagne. Et Dominique Dupagne dénonçait uniquement par une réflexion critique
dénoncé le Mediator à partir de 2004, uniquement en réfléchissant sur le produit, puisque tout le monde pouvait se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le Mediator. Donc il est sorti aussi le livre bien connu Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux de Philippe Even et Bernard Debré. Le livre du philosophe Saintonge, Tous fous, l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie, mais je pense que Roland Goury va nous dire un mot du DSM. Donc il faut citer aussi l'association Formindep. Et Formindep, c'est une association pour une formation médicale indépendante des laboratoires pharmaceutiques. Et il faut savoir que Louis-Adrien Delarue, qui est le vice-président de cette association, c'est un tout jeune médecin. En 2011, il a publié sa thèse sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et il a pu montrer que 4 recommandations de la Haute Autorité de Santé montraient des conflits d'intérêts et ne reposaient sur... les recommandations ne reposaient sur pas grand-chose, et notamment, par exemple, une des 4 recommandations qu'il a réussi à faire abroger et transformer, c'était sur les médicaments de la maladie d'Alzheimer. Voilà, toujours donc les personnes qui se battent pour nous et pour lesquelles on relaie le combat, c'est donc Martin Winkler avec son blog L'école des soignants. Martin Winkler, donc c'est lui qui a écrit La maladie de Saxe. Et à partir de ce livre, il a été fait un film qui sera le point de départ de notre 3e rencontre le 26 septembre. Donc, rencontre dont le thème sera la souffrance du soignant. Actuellement, Martin Winkler, sur son site, publie une liste de films destinés aux étudiants en médecine. Et donc, bien sûr, en premier, il publie... sa première publication, c'était pour Barberousse, que je vous compte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu la dernière fois, il faut absolument aller le voir. Là, je cite une phrase qui m'avait beaucoup interpellé. C'est une phrase de Jean-Claude Amezen, président du Comité consultatif national d'éthique. Il a dit en 2012 « Le médecin peut sauver la vie d'une personne sans savoir qui elle est, s'éloignant de la personne au fur et à mesure de sa capacité à réaliser des exploits. » Et donc l'hubris, les prouesses technologiques de la médecine ne doivent pas nous éloigner de notre responsabilité éthique. Et donc, selon un sondage récent de la revue Prescrire, 28% des actes médico-techniques seraient inutiles et parfois nocifs. Et tous ces actes, c'est ce qu'on voudrait défendre ici, tous ces actes pourraient être transformés en temps soignant, en temps éthique, en temps humain. Et ce, d'autant que l'écoute du patient par le soignant, avec attention et humilité, la reconnaissance du patient en tant qu'individu souffrant avec son récit de vie, son contexte socio-professionnel et familial, ses symptômes, ses représentations de la maladie, ses peurs, ses questionnements, ses besoins, permettent pour le soignant de se mettre au diapason de son patient, de lui partager son savoir, son pouvoir, ses doutes, qui sont la base de la construction d'un partenariat de confiance dans les décisions et les actions ultérieures. Cette relation soignante, elle peut être appelée aussi remède médecin, pour Balit, elle peut être appelée aussi placebo, mais surtout, elle est très souvent thérapeutique à elle seule, et souvent elle suffit à elle seule. Et si vous voulez, cette attitude soignante, elle permet de choisir par palier l'absence de traitement, un placebo, des petits moyens, d'utiliser le temps. Donc mon maître Jean Delmont disait le temps est un grand maître. Donc le temps. Des médicaments par palier du moins nocif au plus nocif. Et surtout, pour chaque décision, comme dit Pierre Lecoz dans son petit traité de la décision médicale, pour chaque décision, l'association d'une pensée qui calcule à une pensée qui médite.
Voilà. On sait que l'abaissement, mais là Roland Gori va en parler, on sait que l'abaissement des seuils définissant les facteurs de risque cardiovasculaire permettent de faire passer des personnes bien portantes comme personnes à risque, puis comme malades, comme dans le cas de l'hypertension artérielle ou de l'hypercholestérolémie, suite à la collusion entre les experts et les laboratoires. Et on sait qu'ils permettent de knokiser, c'est-à-dire d'introduire des patients dans des actions anxiogènes et controversées, comme le vaccin Gardasil, comme le dépistage du cancer du sein à un âge trop précoce, ou comme le dépistage et le traitement invalidant de cancer de la prostate qui ne feront jamais souffrir. Mais attention, il nous semble que ceci n'est rien en comparaison du risque de dictature de la norme et de la médicalisation qui va arriver sous peu, qui va arriver des États-Unis avec les objets connectés qui vont permettre de surveiller nos constantes de fréquence cardiaque, de tension artérielle et de glycémie 24 heures sur 24. Et donc le numérique en santé sera le thème de notre 4e rencontre, le 12 décembre, avec le film Un monde sans humains, et avec Roland Gori qui a accepté d'être de nouveau notre invité, et donc qui comme Irène Frachon, ont immédiatement dit oui quand on leur a demandé de participer et de soutenir notre action. Mais effectivement, notre action est la leur aussi. C'est logique. Voilà. Et donc, alors le but, là je vais terminer, donc le but de cette réunion est d'être éveillé à l'idée de penser finalement que toute personne qui présente une maladie est peut-être une personne bien portante qui s'ignore, et que la relation de soins, la relation de confiance est souvent thérapeutique à elle seule, en dissipant de nombreux malentendus. Alors je cite un exemple qui m'est très récemment. En 2 consultations de 30 minutes m'ont permis de convaincre une patiente de 75 ans, constipée depuis la naissance, ayant pris tous les médicaments laxatifs disponibles sur le marché, qu'elle n'avait rien, qu'elle ne nécessitait pas de médicaments, et depuis lors, depuis ces 2 consultations, elle ne fait plus partie des malades et elle fait partie des bien portants. Donc ça fait qu'1 mois qu'elle sait qu'elle n'est plus malade. Déjà rien fait. Ouais, tu vas intervenir un peu plus tôt quand même. Oui, comment ? Tu aurais pu intervenir un peu plus tôt. Donc, un enfant a dit le roi est nu, et toute la cour s'est écriée il a raison, donc dans le conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Et Irène Frachon le dit, page 494 du livre La vérité sur les médicaments, qui figure à la table du libraire. J'ai révélé le problème car je n'y connaissais rien, je n'étais pas cardiologue, je n'avais pas la pensée figée par des dogmes académiques. Et ce qu'elle me disait tout à l'heure, changer de façon de penser relève parfois de la révolution copernicienne. C'est pratiquement de passer de la terre plate à la terre ronde. Et peut-être devons-nous retrouver l'enfant qui est en chacun de nous et nous éviter ainsi de dire et de faire des knoqueries. Sommes-nous tous malades, manipulés, aveugles, consommateurs, égocentriques, complices? Ou sommes-nous tous critiques, résistants, éveillés, lanceurs d'alerte, éthiques, sages, sobres, empathiques, altruistes? Eh bien, vous me direz ça après le film.